La fatigue est la ruine du corps. Reposez-vous donc quand le besoin se fait sentir. Mesdames et messieurs, bonjour. Le sommaire de cette édition. C'est à 2 décennies de son centenaire que l'éminent journaliste et écrivain Jérôme Carlos a rendu son dernier souffle. Il laisse ainsi un grand vide dans le cœur de tous ceux qui l'ont aimé et côtoyé. Depuis ce 15 janvier, date de son décès, les témoignages fusent de part et d'autre. Retrouvez dans ce trésor au Bénin un bref récit de son parcours avec Candide Rourinto et Hugues Vigne. Moment de nostalgie et surtout d'hommage aux victimes du 16 janvier 1977. Le chef d'état-major général des forces armées béninoises s'est rendu tôt dans la matinée de ce 16 janvier 2024 à la place des matières de Cotonou. Il y a déposé des gerbes en souvenir des soldats et citoyens morts en ce fameux jour. Et spectacle inédit à Ného au Togo, nos voisins de l'Ouest ont eu droit à une démonstration de la puissance de nos divinités endogènes, en l'occurrence le Zangbeto. Les précisions en images dans cette édition. À nouveau, bonjour. Le 6 janvier 2024, l'illustre disparu intervenait dans une émission de décryptage sur les ondes de Radio Cap FM dont il était le directeur. Était ce message de revoir? Nul ne pouvait s'imaginer une telle chose, mais il en est ainsi. C'était l'un des derniers propos de Jérôme Carlos sur Radio Cap FM ce jour-là, car exactement 9 jours après, il a rendu l'âme. Suivons ensemble. Bonjour, Willy. Comment vous portez-vous? Alhamdoulilah. Et coucou pour le doyen. Bonjour, tonton. Heureux d'arriver. Le doyen. Ça fait plaisir, hein? Le doyen en forme. Ça fait plaisir. Ah oui. Alors, monsieur le directeur. Parce que la jeunesse est en forme. Ah oui. Vive la jeunesse. Et dans sa diversité. C'est ça la presse, la diversité. Ouais. La liberté n'a jamais été uniforme. Non, jamais. Quand la liberté est uniforme, c'est qu'elle est en cage. Il faut l'en sortir. Et dire ce qu'on a au fond de soi, en y mettant la forme, bien sûr. Je crois que ce travail d'équilibre, de filtre, nous le faisons tous les samedis à travers Regard. Et c'est tout le mérite de tous nos confrères qui viennent des autres rédactions nous aider et qui ont pu donner à cette émission sa dimension actuelle. Une émission écoutée, appréciée, une émission qui compte parmi les grandes émissions de nos médias au pays. On ne peut que dire merci. Le mot est petit, mais il dit si grand. Surtout les samedis, nous avons nos obligations culturelles. Malgré cela, l'émission tient. Et ça, il faut le dire fort. Moi, je suis ravi de mon royaume de Porte-Novo, d'entendre vos voix, vos passions, vos fiers, vos attentes. Je suis fier. Je suis fier parce que moi-même, vous ne le savez pas, c'est 22 ans d'exil. 22 ans loin du Bénin. À tout moment, un gamin peut te dire, va chez toi. Maintenant que je suis là, je réalise plus que jamais que nous n'avons qu'un seul pays. Et nous avons le devoir de le construire avec notre passion, notre volonté, toutes nos ressources du cœur et de l'esprit. C'est ce que nous essayons de faire avec Regard. Et Regard, il faut le préciser, vient en complément à ce qui se passe de 8h à 9h. Tribune libre. Tribune libre, c'est les auditeurs. Regard, c'est les confrères. C'est l'architecture de la chose. C'est ainsi que nous l'avons ordonné. On donne la parole à nos auditeurs à travers Tribune libre et on donne la parole aux professionnels à travers Regard. Et notre contrat du samedi est rempli. Et c'est à Poissou,
l'homme qui a du fer dans les pieds, depuis quelque temps, qui dirige cette grande messe. Voilà. Oh, merci, doyen Jérôme Carlos. Hein? Merci beaucoup. Vous n'avez pas à me dire merci, c'est à moi à vous dire merci. Vous qui laissez vos familles, vos rédactions, les cérémonies du samedi à Gore, à Port-Nouveau. Vous savez que nous sommes la capitale de Gore. Et à la fin de l'émission, il faut organiser à Gore. Alors. Merci. Allô? Oui, merci, Jérôme Carlos, le directeur général de Cap FM. Merci beaucoup. À l'instant, un grand baobab de la presse qui est tombé dans l'après-midi de ce lundi 15 janvier 2024 dans sa 80e année. Il s'en va, laissant derrière lui tout un parcours ambitieux qui le rendra à jamais inoubliable auprès de ces nombreuses personnes qui l'ont côtoyé et bien d'autres. Une équipe de la rédaction vous propose ici un zoom sur le vécu de l'homme. Puisque tu pars, Tombé tel un coup de foudre ce lundi 15 janvier 2024, la nouvelle a déjà fait le tour du monde et des réseaux sociaux. Jérôme Carlos a passé l'âme à gauche. À l'âge de 80 ans, l'illustre journaliste et écrivain s'est éteint, laissant la presse et la littérature béninoise orphelines d'un monument. Ce brusque décès marque le point final d'une carrière aussi riche qu'inspirante. Rédacteur en chef à Ivoire Dimanche, de 1982 à 1990, à La Presse, de 1990 à 1993, et à La Lettre d'Afrique en 1994, Jérôme Carlos fut un expert consultant à l'Institut culturel africain de Dakar. Historien, chroniqueur et éditorialiste de talent, l'homme a été directeur du Centre africain de la pensée positive et des musées, bibliothèques et archives de Cotonou. Doté d'une plume originale, Jérôme Carlos est auteur de plusieurs ouvrages, au nombre desquels Les enfants de Mandela, Fleurs du désert et Cris de liberté. si vous auditionnez ce chant, c'est que vous êtes sensible, voire concerné par un événement douloureux, imminent. Comment dresser un portrait de ce grand homme des lettres sans évoquer cette chronique qui est son apanage et qui a fait sa renommée, la chronique de Jérôme Carlos. Ce fut un exercice auquel il se livrait passionnément tous les jeudis sur la radio Cap FM, dont il fut le directeur. Celui du 11 janvier 2024 sera le dernier. Né le 30 septembre 1944, le baobab de Porto Novo s'en est allé et les réactions n'ont pas tardé à fuser sur les réseaux sociaux. D'autorités politico-administratives aux professionnels des médias, un hommage a été rendu aux retraités, de vives émotions et des espérances ont été exprimées. Wilfried Léon Mouwedi, porte-parole du gouvernement, a ainsi salué un homme inspirant qui force respect et admiration. Le président du parti Union Progressiste Le Renouveau, Joseph Diobrenou, met en avant sa rigueur et son professionnalisme avant d'ajouter « À l'avenir, nous écouterons son silence et y puiserons la lumière qui éclairera davantage notre chemin commun. » Pour le ministre Yves Kwaro-Chabi, Jérôme Carlos fut un éminent journaliste dont la verve et l'élocution étaient aussi séduisantes qu'accrocheuses. Repos éternel aux disparus. Un ressenti, une émotion, quelque chose qui ressemblerait à votre propre histoire, votre propre vécu douloureux. Paix à l'âme de l'illustre disparu. Ce mardi 16 janvier 2024, je l'annonçais en titre, l'état-major général des forces armées béninoises avec à sa tête son chef Fructueux Baguidi a organisé une cérémonie de dépôt de gerbes à la place des martyrs de Cotonou. Une cérémonie assez sobre avec la présence de quelques parents des victimes de l'agression de 1977. Dans son message, le chef d'état-major a exprimé ses émotions en la mémoire de ces dévoués de la cause de la patrie et aussi l'engagement des forces de défense à œuvrer davantage pour garantir la sécurité aux Béninois. Le point complet dans nos prochaines éditions.
L'actualité politique est marquée par la polémique avortée d'une prétendue révision de la Constitution du Bénin. Le gouvernement n'en est officiellement pas l'initiateur, selon les clarifications apportées. La requête adressée à la Cour constitutionnelle à propos des élections de 2026 débouche sur un retour du Code électoral au Parlement pour modification de son article 142. Pourtant, la rumeur ne faiblit pas. Que craignent les Béninois dans ce débat de modification de la loi fondamentale? Maintenant que le code électoral est en voie d'être corrigé, comment doit-on s'y prendre pour la préservation des acquis démocratiques? Ce mini-magazine de William Cliquant nous édifie. Toute constitution peut être révisée. Il n'est point besoin donc de se mettre en état d'alerte toutes les fois que des ambitions révisionnistes sont évoquées. La Constitution a prévu les choses auxquelles on ne peut pas toucher, à moins d'avoir une nouvelle Constitution. D'abord, dans le texte même de la Constitution, il est dit qu'on ne peut pas toucher ni à la forme républicaine, ni à la laïcité de l'État. De la même manière, on ne peut pas modifier la Constitution pour porter atteinte à l'indépendance et à l'intégrité du territoire. La Cour constitutionnelle, dans sa décision de 2010, a ajouté qu'il faut respecter la limitation à 2 du nombre de mandats, qu'il faut respecter la nature républicaine de l'État et qu'il faut respecter la limite d'âge de 40 ans minimum, 70 ans maximum pour être candidat à l'élection présidentielle. À propos des supputations sur le prolongement de la durée du mandat présidentiel, le constitutionnaliste explique les possibilités. Il préconise le référendum comme mode de révision en cas de besoin. Si le peuple souhaite, soit par référendum, soit par la voie parlementaire, avec le 4/5 des députés, amener le mandat à 10 ans ou à 4 ans, ce n'est pas interdit. Il est toujours bon que ce soit par référendum, même si c'est prévu par la voie d'une révision parlementaire. Et c'est pour cela qu'il est prévu que ce soit une majorité des 4/5, parce que en démocratie, le Parlement n'est pas monocolore. Il y a toujours 2 tendances, et la majorité et l'opposition. Si on arrive à 4/5, ça veut dire qu'il y a eu au moins un large consensus entre majorité et opposition. Voilà pourquoi, quelquefois, on peut aller compte tenu du coût et compte tenu peut-être de la rapidité par la voie parlementaire, en s'assurant que la diversité des opinions que se retrouvent dans la société se traduit déjà dans la composition du Parlement, parce que la Constitution n'est pas un texte pour le pouvoir, pour exercer le pouvoir. C'est notre accord sur la condition de notre vivre ensemble, en harmonie. Contrairement à la Constitution, la modification du code électoral est à l'ordre du jour. C'est un impératif au vu de la décision de la Cour constitutionnelle rendue ce 4 janvier 2024 concernant les dispositions de l'article 142, alinéa 6. Cette décision de la Cour constitutionnelle révèle que tout le train de réformes prises en 2019 comporte d'énormes lacunes, soit de forme, soit de logique, soit de régularité de fonctionnement des institutions, mais surtout, ces textes ont créé crispation dans le pays, du point de vue de leur contenu. Alors que dans le pays, il y a des gens qui donnent l'alerte. Quand on ne les contraint pas à l'exil, sous des prétextes bien ficelés, logiquement, on connaît ça. Ou si on ne les met pas en prison, également sous des prétextes bien montés, également. Mais quand ce qu'ils disent, il faut écouter, réfléchir et voir quelle est la portée de ce que celui-là que je n'aime pas a dit. Cette relecture prochaine du code électoral est une bonne occasion pour concilier les positions des différents courants politiques crispés sur le sujet. Nous avons régulièrement monitoré les processus électoraux depuis 2015. Par exemple, vous avez la Sénat qui a organisé le modus operandi du parrainage en prévoyant avec traçabilité la délivrance du parrainage, mais jamais
avec traçabilité la demande du parrainage. Or, pour éviter tout ce qui a été vécu et objet de contentieux devant la Cour, après adhésion de la Sénat, sur qui serait candidat ou pas, vous aurez compris que la République aurait organisé dans le cadre légal des élections la demande de parrainage de sa délivrance de façon traçable, administrativement traçable, que nous aurions, disons, épaillé, c'est-à-dire certaines crises inutiles. Et il y a beaucoup de choses à revoir aujourd'hui de manière non exclusive, mais de manière inclusive. C'est-à-dire, ceux qui sont au pouvoir doivent avoir l'écoute. Les techniciens de notre société doivent donner priorité à leur service à la nation au niveau de leurs compétences techniques. Sur la question spécifique du parrainage, le législateur se doit d'être plus précis. Le modus operandi mérite d'être davantage explicité dans la loi. Parce que la Sénat, suivant une décision qu'on constatera étant contentieux devant la Cour, datant donc de novembre 2020, aurait explicité en fait comment opérationnaliser, c'est-à-dire le parrainage. Or, la question étant consubstantielle, c'est-à-dire au cadre légal, ça aurait été intéressant que ce que la Sénat a semblé expliciter dans sa décision de novembre 2020 soit clairement contenu dans la loi, puisque relevant du domaine de la loi. La Sénat n'a qu'à appliquer la loi. La question du quitus fiscal qui est revenu. Et là encore, il faut davantage organiser les choses. À en croire les experts, sans réviser la Constitution, le Bénin peut organiser, sur la base d'un code électoral consensuel, des élections libres, transparentes et apaisées. Un tour au Togo, les populations d'Anéro ont vécu ce week-end un spectacle hors du commun. Le vaudou Zangbeto a circulé sur la lagune sur une distance de plus d'1 kilomètre. Autre fait insolite de ce spectacle, les dignitaires ont fait usage d'un téléphone traditionnel pour guider à distance le Zangbeto sur l'eau. Admirons ce spectacle. Attroupés en bordure de la lagune d'Anéro, ces hommes et femmes s'apprêtent à vivre un spectacle inédit. Le vaudou gardien de nuit, appelé Kélégbéto au Togo et Zangbeto au Bénin, va traverser le cours d'eau sans sombrer. Ce n'est pas n'importe quel spectacle de Zangbeto. Aujourd'hui, Zangbeto va traverser la lagune. D'habitude, on traversait de l'autre côté, mais à cause des mangroves, on s'est déplacé ici. Et le monsieur derrière moi, le grand prêtre, est en train de donner l'ordre à la divinité de traverser. Parmi les dignitaires réunis sur la berge, un objet spécial attire l'attention. Des bouts de bois sculptés en statuettes sont ici utilisés comme téléphone. Grâce à ce moyen de communication, le dignitaire donne des ordres aux Zangbeto à distance. Portable que mi les envier nia Togo Africa beso ye yobo so portable ya nu ke bela wa mi ko vodu ke le siadia ko vodu ko la no se agbe gbalo matin se vodu ke we le siadi won wa nya ku lo no ponupo mi ku lo no ponupo ye le ke communication le bele no do mi la no se si ba passer la me buma ka se. Même si nous n'avons pas pu entendre la voix de celui qui est au bout du fil de l'autre côté, la communication semble bien passer. Le Zangbeto suit les directives à distance. En moins d'une dizaine de minutes, le vaudou rejoint la berge. Il est accueilli par ses libations et des chansons.
Vaudou à Kaba, Benetton, Vaudou, Benetton, une poêle, aux gens qui vont voir. Même pour vous dire, la Gokome, Togo de Kome, et à moi, Vaudou, Vaudou, Patawa, mais il n'y a Gokome que c'est la Syrie. Tout de passe-passe ou réalité, ce téléphone traditionnel, selon les informations recueillies hors caméra, était l'un des moyens par excellence de communication entre les ancêtres africains. Mais seul un initié peut s'offrir ce mode de communication qui n'a besoin ni de crédit ni de forfait appel. Les danses royales et celles des couvents du Bénin en spectacle au Togo. C'était ce samedi 13 janvier 2024, une journée exclusivement dédiée au Bénin dans le cadre du Festival des divinités noires organisé à Anéro, en terre togolaise. Le public est charmé par la beauté des pas de danse. Un spectacle dénommé Béanzin l'Immortel a été également présenté au public en présence de l'envoyé spécial du roi d'Abomey. Nos envoyés spéciaux à Anéro n'ont rien raté de ces moments magiques qui ont rehaussé à plus d'un titre l'image du Bénin. Voici le reportage de Ulrich Kaba sur les images de Mofit Sabouran. Du zéli majestueusement esquissé à la plage d'Anéro au Togo. Ces jeunes danseurs suscitent un tonnerre d'applaudissements au cours de la deuxième journée du Festival des divinités noires dédié au Bénin. Le public togolais peine à retenir son souffle face à l'élégance et la grâce qui se dégagent de cette danse royale. Je me suis retrouvé dans ce qu'a fait les danseurs du Bénin tout à l'heure. C'est nostalgique. Je me suis dit, waouh, j'ai comme l'impression que je me retrouve au Bénin. C'est toujours une grande joie pour moi d'être en face de notre culture comme ça. J'ai toujours l'habitude de dire dans mes propos qu'on nous a pris les feuilles et les tiges, mais la racine, ça nous reste. Cette racine, c'est ça qui est en face de nous. C'est notre culture à nous. On peut tout nous prendre, mais ça, on ne peut pas toucher. C'est beau. Moi, tout ce que je peux dire, c'est du beau. Si nous aussi, nous pouvons continuer sur cette lancée et faire ce que le Bénin est en train de faire en ce moment ou depuis quelques années, en tout cas, ce sera formidable. Après le zéli, c'est la danse Sakpata qui rehausse davantage l'image du Bénin. Une danse dédiée au vaudou Sakpata qui gouverne l'élémentaire. Aujourd'hui, il y a un éveil qu'on ne peut pas expliquer en Afrique. Ces pratiques religieuses vaudou qui anciennement sont taxées de diaboliques sont aujourd'hui font surface et sont soutenues par les politiques. Le président Talon a compris et a soutenu que la dimension touristique de nos religions endogènes, de la religion vaudou, est importante pour vendre la dimension de développement de notre pays et de mettre en valeur ces communautés qui ont en partage le vaudou. Dans la soirée, c'est Sa Majesté Roi Sohodjogbe Agoliagbo, envoyé spécial du roi d'Abomey, qui suit religieusement un spectacle de danse intitulé Béanzin l'Immortel, un rêve inachevé. Un spectacle qui retrace en chorégraphie le combat mené par le souverain de Dahomey. Très heureux de l'accueil qui a été réservé à la cour royale d'Abomey, le roi Goliagbo revient sur l'importance de ce festival qui a non seulement valorisé la culture africaine en général, mais a aussi permis de montrer la beauté du Bénin au monde entier à travers ses danses et ses valeurs ancestrales. Nous allons suivre ici un extrait de ses propos. Nous sommes le film et nous sommes tout gamiton, si c'est déjà Patrice Talon et Blo, bon, il y a le photo de le 9 pour 10 pour que nous on y là et bon de où et ouais et mais la roue il y a 5 000 Blo bon moi tout grand oui et d'où le quoi
Bon, Togo pour Bénin pour l'idée qu'on a augmenté nous vivons vieux mi. Nous est quand on de nous file boudé d'ordre dans nos milieux fin tête. Do au de mi-temps et dans Boupédia. Bon, il y a vidéo pour nous dire tant qu'on voit ton point de tout. Bon, nous vidéo son nous venons, mais à deux nous oui son. Bon, do vimeton, mabli et so titomé, le mettons le thé. Pour la deux béguer le file boudé. Et donc, vous nous pour nous quand vous nous mettons là et dans nos milieux fin tête. Tout garde dans ton bleu 9 10 au Togo le bien dans bleu 12 13 14. On et n'a pas de niveau mi a monté bora mi do de domina no le ado le su. Ba inu bo vivi nu kuta mi ta mbo le o me bleu le ji do ran yiton. Ji do ran to gan we le ton. Ji do ran o akosu mi ton de ton. Ji do ran vie do lili mo ko ton le o et la doji. Bon nous lo et na inu bo. Mi na no kon. C'est ça c'est bada. L'Église catholique du Bénin vient de poser un acte fort dans la gestion de l'environnement. Le programme Église verte est un programme initié par l'archidiocèse de Cotonou et qui vise à promouvoir l'éducation à la protection de l'environnement au sein des communautés à travers une gestion innovante des ordures et déchets. Une table ronde est prévue le samedi 20 janvier prochain dans le cadre de ce programme suivi de la visite du cardinal Cizerné au Bénin. Mais avant, Théophile Akora, vicaire général de l'archidiocèse de Cotonou, s'est entretenu avec la presse ce lundi 15 janvier 2024. Il était au micro de Florence Bossa et Elvis Tonoukoua. L'église verte, c'est d'abord l'église au service de la création, au service d'un environnement sain et sanctifiant, au service d'un développement intégral qui assume le corps, l'esprit et l'âme, au service du développement durable. Nous avons vu qu'avec la gouvernance talent, il y a une option qui est prise de façon générale pour l'écologie, pour la propreté de façon générale. Lorsqu'on passe d'une rue à une autre, on voit qu'on entre progressivement dans la culture de la propreté, dans le respect de l'environnement, même si bien des choses méritent encore d'être faites. L'Église, pour sa part, démarre ce programme pour servir d'appui à ce que l'État fait. Même si l'Église en a fait dans le passé, ce que l'État fait aujourd'hui mérite d'être accompagné et mérite d'avoir un appui. L'Église de Cotonou vise à avoir au fait le label Église verte. Cotonou et tout le Bénin vont être la capitale de l'Église verte en Afrique. La participation est ciblée. Le cardinal vient de Rome. C'est pour entrer en relation, en dialogue avec l'Église de Cotonou, qui est en même temps en dialogue avec toutes les institutions qui sont en place et qui sont censées nous aider. Alors, si c'est les institutions qui sont censées nous aider, si c'est les ONG qui sont censées nous aider, si c'est les ambassadeurs qui sont censés nous aider, et la cible ne peut être que celle-là. Donc, ce n'est pas ouvert à tout le monde, c'est ouvert au Vatican, à ces organisations, et puis à ceux qui sont dans le programme à Cotonou pour pouvoir justement se donner la main pour aller de l'avant. Dans la dimension spirituelle, l'ouverture est donnée à tout le monde. Donc il n'y a pas d'exclusivité ici. Tout le monde est attendu le vendredi prochain à 19h à la paroisse Saint-Michel de Cotonou. Parce que quand il s'agit d'un cheminement spirituel, c'est tout le monde qui est concerné. Il faudrait que nous ayons le même esprit, dans l'Esprit Saint qui nous éveille à ce que nous devons faire, tout en nous donnant la force pour le réaliser. Nous parlons toujours de cadre de vie. Les populations de Porto Novo disposent désormais d'une très belle promenade au bord de la lagune. Cette promenade a vu ses voies d'accès aussi aménagées. Ce sont des réalisations du projet Porto Novo Ville Verte. La mise en service de ces infrastructures a eu lieu ce week-end en présence des autorités de la ville et des partenaires français qui ont financé le projet. Reportage.
Cette coupure de ruban consacre l'inauguration de la promenade lagunaire de Porto Novo et de ses voies d'accès. Cette promenade piétonne, longue de plus de 3 km et ses voies d'accès sont réalisées dans le cadre du projet Porto Novo Ville Verte, un projet initié par la municipalité de Porto Novo et financé par des partenaires français dont l'Agence française de développement, la métropole du Grand Lyon et l'agglomération de Cergy-Pontoise. J'ai le plaisir de vous rappeler quelques-uns des ouvrages que nous ouvrons officiellement aujourd'hui à la circulation. Il s'agit de la rue numéro 1, communément appelée voie de l'usine de la SBEE, sur un linéaire de 351 mètres. Il s'agit de la voie quittant le temple à Versant et qui débouche à la lagune, qui est aujourd'hui assainie, drainée, pavée, éclairée et plantée, d'un linéaire de 410 mètres. Il s'agit de l'aménagement des voies de la promenade en pavé sur un linéaire de 866 mètres, y compris le mobilier urbain. Il s'agit de l'aménagement de 1535 mètres linéaires de promenade sur platelage bois, de l'aménagement de 973 mètres linéaires de promenade sur platelage bois flottant ou sur pilotis, de l'aménagement et la construction de 5 embarcadères débarcadères et la plantation, l'aménagement des espaces verts ainsi que le reboisement des espaces naturels limitrophes. Je voudrais reconnaître et saluer du haut de cette tribune le rôle prestigieux joué par le Fonds français pour l'environnement mondial et l'AFD pour avoir accepté de soutenir techniquement et financièrement ce projet. Je voudrais vous rassurer que nous en ferons un très bon usage et au nom de la population de Porto Novo, vous inviter à toujours nous faire confiance et à nous accompagner dans les projets futurs. Par la même occasion, je voudrais inviter mes compatriotes à faire véritablement bon usage, puisque j'ai pris un engagement en notre nom. Et cet engagement, il faut qu'on le tienne. La promenade lagunaire qui offre un agréable lieu de déambulation, le pavage et l'assainissement des voies d'accès, la réhabilitation de 3 places traditionnelles vaudou, sans compter l'élaboration d'un plan directeur d'urbanisme, constituent les réalisations phares du projet Porto Novo Ville Verte, dont l'aboutissement réjouit les partenaires. Ce projet PNVV constitue le premier exemple achevé de cette lignée de projet et illustre parfaitement ce à quoi le partenariat entre nos deux pays peut aboutir. Alors les habitants, j'imagine qu'ils la connaissent, cette promenade, sont invités à y passer. À la fois, c'est magnifique pour les habitants qui sont là, c'est très très agréable, et puis ça correspond en plus de protéger des risques d'inondation, de protéger tout un quartier et de désenclaver ce quartier puisque 3 routes l'y amènent. C'est aussi dans la vision touristique du président de la République du Bénin, c'est aussi un atout supplémentaire pour Porto Novo. Je crois que c'est ensemble que nous pouvons être exemplaires et susciter des vocations de manière à ce qu'un jour, la fraternité préside à nos actions collectives partout sur la planète, de manière à ce que la vie soit la plus agréable possible. Fini le projet Porto Novo Ville Verte qui aura été une réussite. Chalma Inyakoti et ses équipes veulent toujours savoir compter sur les partenaires français pour la mise en œuvre d'autres projets de développement. Fin de ce 13h au Bénin. Pour les fanatiques du football, suivez tout à l'heure 15h le premier match du groupe D qui oppose les étalons du Burkina Faso au Mourabitoun de la Mauritanie. Merci de nous avoir suivis.